retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Amadou Silla, coordinateur de la diaspora des Sénégalais de France, Jean-Marie Tallé, directeur général fiduciaire Fiscofin et Raphaël Elono, écrivain. Tout de suite, le grand angle. Bauxite, or, manganèse et uranium, l'Afrique de l'Ouest détient le tiers des réserves du continent africain. La sous-région, première zone minière devant l'Afrique du Sud, des ressources donc gigantesques, pharaoniques même, mais elles sont encore loin de bénéficier à la population qui demeure l'une des plus pauvres de la planète. On regarde ce document de Cheikh Omar Bandaogo et on en parle juste après. Par ses premières régions minières aurifères devant l'Afrique du Sud, la région Afrique de l'Ouest, en plus de ses fortes potentialités en manganèse, en bauxite et en uranium, détient à elle seule le tiers des réserves de pétrole et de gaz naturel du continent. Notre région regorge d'importantes ressources pétrolières et minières. L'Afrique de l'Ouest représente 30% des réserves trouvées de pétrole et 30% des réserves trouvées de gaz naturel de l'Afrique. Cette abondance de ressources minières et pétrolières place ainsi notre région au cœur des enjeux géostratégiques. Des ressources en abondance, mais un système de mise en valeur déploré. Selon le ministre ivoirien des Mines, Souleymane Diarra Souba, la plupart de ces ressources sont généralement exploitées sous forme brute, sans transformation importante. Des réformes profondes sont selon lui importantes dans ces secteurs. Il faut d'abord penser à un code des investissements porteurs et qui oblige tous les investisseurs étrangers, parce qu'en fait nous n'avons pas, nous, les compétences nécessaires pour l'exploiter, mais que ces entreprises-là puissent travailler avec quelques entreprises africaines pour au moins un transfert de technologie. Et je crois que ça, c'est un grand pas. L'autre réforme nécessaire sera peut-être une réforme administrative sur le plan de la gestion même de ces ressources-là. Une réforme aussi fiscale qui permet à ces pays-là d'avoir aussi des rendements fiscaux. Selon le ministre Souleymane Diarra Souba, l'enjeu du développement minier de la sous-région est de faire en sorte que le secteur minier et pétrolier contribue de façon significative au développement économique et social du fait de ses effets d'entraînement. À noter que l'Afrique de l'Ouest fournit 10% du manganèse, 8% de la bauxite et 7% de l'uranium mondial. Sujet concernant l'Afrique de l'Ouest, donc qui regorge de réserves minières au niveau du continent. Alors un pays comme la Guinée, Raphaël Elono, avec près de 50 millions de tonnes de bauxite exportées en 2017, il double le pays, un pays comme le Brésil et peut-être même la Chine pour figurer dans le trio de tête des producteurs mondiaux aux côtés donc, de l'Australie. La bauxite, c'est surtout dans la région de Bokeh, à l'ouest de Conakry. Et dans cette région, 70% des jeunes sont au chômage. À qui profitent les mines africaines? Pour répondre à votre question, madame, je vous donnerai d'abord un proverbe béti parce que je suis descendant de Béti Benanga. Chez nous, on dit souvent que parfois on se comporte comme une grenouille qui meurt de faim assise sur un panier de manioc. Elle ne se rend même pas compte qu'elle est assise sur un panier de manioc. Les autres passent, ils se servent, elle est là. Et c'est ça qui se passe avec notre Afrique, cette terre qui nous a vu naître. Et c'est ça qui fait mal. Vous voyez la Guinée, le taux de misère qu'il y a dans ce pays-là. Et vous venez de citer ce que vous citez là. C'est à qui profite le crime? Il profite bien évidemment à ceux qui ont les rênes du pays, avec ceux qui les ont placés là, qui sont nos maîtres d'hier. C'est-à-dire que la puissance colonisatrice, elle vient, elle puise. Nous le voyons avec l'uranium du Niger. Alors qu'en France, il n'y a aucun endroit où ils peuvent, pour alimenter leur centrale thermique, c'est là-bas qu'ils vont se servir. Au sacrifice des pauvres paysans qui gagnent des cacahuètes et on leur promet un bon salaire au ciel, peut-être, quand ils mourront. Mais jusqu'à présent, c'est effarant. La terre de l'Afrique est riche. La terre de l'Afrique est riche. Comment expliquer que, par exemple, au niveau du pétrole, je veux prendre l'exemple du Cameroun, nous n'avons qu'une seule raffinerie, alors que la France en a 2000, alors que son sous-sol n'a pas une goutte de pétrole. Madame allait donc comprendre. Et c'est ça le paradoxe de l'Afrique. Jean-Marie Tallé,
Oui, alors moi je voudrais simplement dire, le potentiel géologique qu'on a du sous-sol africain, on aurait pu penser que ça devait conduire au développement de l'Afrique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on s'aperçoit que ça profite, pour répondre à la question principale que vous avez posée, ça profite aux autres et non aux Africains. Parce que les gouvernants qui sont aujourd'hui à la tête de la plupart de tous ces pays, qui sont géologiquement bien nantis en matière de sous-sol, n'ont pas compris encore la capacité ou n'ont pas la capacité de capter la part que peut rapporter cette partie de ressources dans la gestion budgétaire pour développer, pour mettre en place de vraies politiques de développement social et économique. Donc ils n'ont pas compris ça. Ils ont élaboré un certain nombre de choses à l'avantage des autres, dont des multinationales étrangères. Ça veut dire en gros de la fiscalité attrayante pour les autres, alors que localement, nous, Africains, on est plutôt artisanal ou informel, pendant que les autres puisent et s'en vont, et ne construisent surtout rien de durable. Donc il y a un manque de stratégie. Il y a un manque de stratégie de développement durable. Ça, personne ne l'a élaboré en Afrique, ou encore ils l'ont peut-être élaboré dans leurs esprits. Il y a un manque, malheureusement, de gouvernants ou d'administration solide, dans une administration solide de qualité qui peut surfer là-dessus pour que ça rapporte réellement. Parce que c'est dans la plupart des pays comme le Ghana, comme le Niger, ceux que vous avez cités, c'est souvent la première source de revenus de l'État. Oui. Mais malheureusement, quand on voit l'organisation et la gestion de tout ça, on a plein de questions à se poser. Amadou Sylla, c'est un problème de vision finalement? Alors, oui. En plus d'autres problématiques. Oui, absolument. Je pense que c'est un problème de vision, c'est un problème aussi de compétences, de savoir-faire. C'est un ensemble de facteurs. Je crois qu'il faut l'analyser très, très sereinement, c'est vrai. On a des ressources énormes, on en découvre tous les jours. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas suffisamment préparé, en tout cas pour exploiter ces ressources-là, les mettre au service du développement du continent africain. Bon, donc malheureusement, les régimes que nous avons, politiquement, ce n'est pas des régimes solides, ce n'est pas des régimes, en tout cas, qui sont bien ancrés dans leur terroir, donc ce qui fait que c'est des régimes qui flottent et malheureusement, avec absence de démocratie réel, hein, les autres en profitent. Donc quand ils arrivent, ils font installer un système, malheureusement, qui les sert. Mais je crois que, moi je ne vais pas être, je pense que c'est une dynamique qui se met en place parce que l'Afrique a été toujours riche. Malheureusement, les Africains, même quand ils ont accédé à l'indépendance, se considéraient comme des pauvres. De plus en plus, on a formé des élites, de plus en plus, il y a eu quand même... l'éducation a pris quand même une proportion extrêmement importante au niveau de l'Afrique. Il y a des intellectuels qui ont voyagé partout, qui ont vu, qui aujourd'hui participent à beaucoup de comment dirais-je, beaucoup de cadres d'échange au niveau national et international. Et je crois que tout ça, c'est quand même qui crée des dynamiques. C'est toutes ces ressources aujourd'hui humaines qui créent cette dynamique-là de prise de conscience. Et parce que le discours d'aujourd'hui, c'est pas le même discours il y a de cela 20 ans ou 10 ans. On voit un peu dans certains pays où le débat s'installe et les constitutions aujourd'hui sont modifiées pour permettre à ce que ces ressources-là soient vraiment au service du développement. Maintenant, je ne dis pas que tout est parfait, mais je crois qu'il y a une dynamique, en tout cas, il y a une prise de conscience, une dynamique qui se met en place. Alors, monsieur, je vous donne la parole, Jean-Marie Talley. Pardonnez-moi de vous avoir coupé. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Sylla. Alors, je vais m'inscrire un petit peu en faux sur un élément que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous voyez, l'Afrique aujourd'hui n'a plus besoin, si on parle de formation basique, on a besoin de compléments de formation en termes d'amélioration, de spécialisation. Nous gagnons aujourd'hui en Afrique sur près de 15 à 20 ans de recherche et développement. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le potentiel que nous avons, géologique comme tout autre potentiel, on a la capacité aujourd'hui, on a des Africains qui sont formés. Il suffit simplement de les mettre à l'œuvre et de leur donner les petits rudiments pour passer de l'autre côté en termes professionnels, dans la professionnalisation. Et ça, c'est ça qui pose problème chez nous. Et les dirigeants qui sont aux commandes, qui prennent les commandes, on a l'impression qu'ils n'ont pas conscience du fait de ce que regorge leur pays et qu'ils bradent. Parce que c'est bradé, malheureusement, parce qu'on décide du cours des matières premières. Vous savez, si on prend 2010 à 2011, quand on a commencé à faire les constats, rien n'a vraiment évolué depuis 2010 à 2011 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de découvertes, mais très peu d'investissements. En tout cas, d'investissements solides et durables. Et on s'aperçoit donc à partir de ce moment-là, depuis ce qu'on a découvert, ce qui a été mis en place, quand nos dirigeants arrivent aux commandes,
on cherche le bon ami, le meilleur ami, on ne s'intéresse pas, on ne s'inquiète pas de ce que ça peut être créateur d'emplois, porteur de croissance. Donc on offre comme ça à tout va, à qui veut. Il n'y a que le Botswana qui a profité de la richesse minière de son sous-sol pour se développer réellement en Afrique. En dehors du Botswana, vous n'avez pas d'autre. Mais ça pose un sérieux problème. Et il faut que... Pardon. Je voulais dire que ce n'est pas les capacités intellectuelles ou les capacités en termes de formation qui manquent. Certes, il faut améliorer un peu la formation, mais on n'est plus à ce niveau-là. Pour embrayer sur ce qu'il vient de dire, en 2010, lorsque je sortais mon ouvrage « Africa, lève-toi et marche », pendant mes enquêtes, je découvre qu'à la Côte d'Azur, qui avait une espèce de Silicon Valley à la française, où on retrouvait des fils d'Afrique, des ingénieurs, des scientifiques et tout ça qui étaient réunis là. Voilà une intelligence que l'Afrique a, qu'elle peut exploiter. Parce qu'en politique, c'est quoi? C'est une question de volonté, de fixer un cap. Et on remarque que les Africains ne veulent pas risquer. Parce que les autres ont réussi, parce qu'ils s'y sont risqués. Mao, aujourd'hui, là où il est couché dans sa tombe, il pleure parce que ses enfants ont tourné le dos au communisme. Et quand les Chinois commençaient, on a dit que ces gens-là ne peuvent aller loin parce que le communisme les a rongé le cerveau. Et vous voyez, ils sont venus damer le pion aux Occidentaux sur leur propre terrain. Et voilà cette Chine-là qui est sur le toit du monde aujourd'hui. Quand on rentre dans ce domaine-là, l'Afrique doit s'industrialiser. L'Afrique doit compter sur ses enfants pour l'innovation, pour l'invention. Le 21 novembre 1873, lorsque la première montgolfière volait dans le ciel parisien, il y a une dame qui a regardé cela et elle a dit, mais c'est bien beau, à quoi cela va servir? Mais elle n'a pas eu de chance parce qu'à côté d'elle, il y avait Franklin, l'inventeur du paratonnerre, qui lui a dit, madame, vous voyez, que peut faire un enfant qui vient de naître? Laisser cet enfant grandir. Et c'est ce que l'Afrique doit faire, se jeter à l'eau. Les débuts sont difficiles, mais à la fin, nous allons récolter les fruits et nous allons nous hisser. Nous avons un passé très riche, madame, avec notre histoire déjà. Quand on regarde la Haute-Égypte, c'est qu'elle était à l'époque. Tout le monde venait s'inspirer en Afrique. Pourquoi nous sommes devenus les premiers idiots de la planète aujourd'hui? Parce que nous-mêmes, nous l'avons accepté. Oui, oui, en fait, je crois que moi, je suis très optimiste, en tout cas, sur l'avenir de l'Afrique. Je reste tout à fait optimiste. Je crois que l'Afrique est ce maillon qui manque aujourd'hui dans la construction de cette mondialisation. Hein? L'humanité en a besoin. Donc, l'Afrique doit jouer son rôle. Alors, cela dit, ça c'est une évidence. Qu'on l'accepte, qu'on ne l'accepte pas, ça veut dire que nous, Africains, nous acceptions de jouer ce jeu-là, ça passe. Que nous ne l'acceptions pas, d'autres sont prêts effectivement à le faire. Parce effectivement, le monde entier le reconnaît. Voilà. Donc, c'est l'Afrique qui porte la croissance mondiale aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Donc à partir de ce moment-là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il nous faut des politiques sérieuses, des politiques solides. Des politiques qui seront fondées sur les ressources humaines africaines. Mais malheureusement, c'est ça qui fait défaut aujourd'hui. Quand je prends un exemple, nous qui sommes là, au niveau, à l'extérieur, par exemple, de l'Afrique, avec tout ce qu'on développe comme expertise, comme savoir-faire, mais quel est le pays qui fait appel aujourd'hui à toute cette diaspora pour dire, voilà, venez, on s'appuie sur vous pour faire avancer les choses? Il n'y en a pas, on ne veut pas de nous. C'est beaucoup dans la parole, effectivement, c'est beaucoup dans la parole, on parle de la diaspora, mais très peu dans l'action. Mais voilà. Si je vous donne un exemple très simple, vous prenez des pays d'Afrique centrale, qui regorgent énormément de matières premières comme beaucoup d'autres ressources. Vous sortez des projets de développement d'un pays ou d'un secteur particulier, on les sort, on les met en liste. Ils sont listés, mais derrière ces projets, on met sous la table ou on cache dans un coffre les TDR. Donc, et on ne vous donne pas la possibilité de connaître, ne serait-ce que le minimum, le cahier des charges. Alors, mais on vous dit simplement qu'il faut chercher des financiers, il faut chercher des partenaires pour pouvoir réaliser ces projets. Mais vous n'avez pas les termes de référence et vous n'avez pas le cahier des charges, vous ne connaissez pas. Alors pour les obtenir, vous avez des bonhommes cachés quelque part qui vous disent il faut payer de l'argent pour l'avoir. Il faut payer de l'argent pour qu'on vous les donne, ainsi de suite. Mais attendez, vous voulez construire un édifice, vous cherchez des partenaires financiers, vous cherchez des partenaires professionnels pour les réaliser. Mais donnez-leur au moins le cahier des charges, qu'ils sachent au moins à quoi s'en tenir,
Donnez-leur au moins les termes de référence qu'il faut pour qu'ils sachent au moins sur quelle base ils s'engagent. Ne les gardez pas dans le tiroir. Et ce que je vous dis là, c'est valable au Cameroun et c'est valable dans la plupart des pays d'Afrique. Et ça pose de sérieux problèmes. Raphaël Eleno, je vous laisse la parole. Oui, je vais revenir sur la Chine. Qu'est-ce que la Chine a fait? Elle a rappelé tous ses enfants, même ceux qui sont nés ici, qui ont des nationalités américaines, françaises et tout ça. Il les a rappelés, il leur a dit, mes chers enfants, venez mettre à notre disposition tout ce que vous avez appris chez ces gens-là. Et c'est comme ça que la Chine a commencé. Et vous vous rendez compte? En conservant sa culture. Et tous les 5 ans, les Chinois envoient leurs ingénieurs dans l'arrière-pays pour aller se ressourcer. Or, chez nous en Afrique, on nous a pris tellement la tête. Moi, j'ai entendu le président Alpha Condé reprocher aux instituteurs de son pays l'autre jour, oui, des gens qui ne savent même pas parler français. Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire du français? Ce n'est pas leur langue. Ce n'est pas leur langue. Il faut nous arrêter. Et voilà des choses qui ralentissent l'Afrique. Parce que nous, on est là à chercher à savoir quel est le sexe des anges en parlant le français, alors que les autres, eux, ils avancent. Mais non. Il faut que l'Africain comprenne qu'il est temps qu'il rentre dans ses propres ressources. Nous avons des forces, nous avons des ressources, et la nature nous a gâtés. Et ce n'est qu'à partir de là que nous avons créé une force militaire, une force économique. Et ce n'est qu'à partir de ces forces-là que nous pourrons aller à l'assaut des autres pour essayer de se hisser au même diapason qu'eux. Amadou Sylla, un dernier mot. Oui, tout à fait d'accord. Moi, je crois qu'il faut que l'Afrique s'invente. L'Afrique s'invente, ça veut dire il faut que les Africains, aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent. Il y a par exemple la jeune UOMOA, il y a des unions, en tout cas d'États qui existent aujourd'hui, qui sont une réalité économique, une réalité politique, et qui avancent d'une certaine manière. Je crois que tout ça, c'est des leviers extrêmement importants sur lesquels les Africains, les élites africains doivent s'appuyer davantage, mais vraiment en faisant des révolutions de base. Parce que la révolution, ce n'est pas pour casser, mais c'est-à-dire cette Afrique qui doit s'inventer, elle doit être... Pour évoluer. Voilà, c'est ça. Il faudrait que ça soit vraiment fondé sur les ressources humaines africaines et capable, en tout cas, on en a plein, mais il faut s'en servir avec une politique de transparence, une politique réelle qui est fondée sur les besoins. Et effectivement, les décideurs ou les gouvernants africains doivent apprendre à mettre en place ce qu'on appelle une politique de transparence. Absolument. Et une politique de transparence n'est pas forcément contre eux, contre ses dirigeants. Je vous donne un exemple simple, une fiscalité. Si on prend les différents secteurs qu'on vient de citer, que ce soit les secteurs miniers ou d'autres secteurs, quels qu'ils soient, quand on met en place une politique, une gestion fiscale, une politique fiscale, elle doit être juste et transparente pour tout le monde. Mais ça pêche aujourd'hui, ça manque en Afrique. Donc qu'on prenne conscience de ça et qu'on élabore réellement de véritables stratégies de développement viables, durables, qui permettent à l'Afrique de décoller en fonction du potentiel qui est le sien. Merci beaucoup à tous les trois. Allez, on va marquer une courte pause. À tout de suite.